Sidi Khadir Noureddin, vous le voyez, il s'est bien exprimé, il est un ingénieur agronome, très ancien. Maintenant, il fait ce qu'on appelle le consultant senior. Le senior, le consulting, il est très très spécialiste, expert en matière de production animale, production laitière, dans la chaîne de valeur de l'amont à la. Et il a le courage, la gentillesse aujourd'hui de nous parler deux autres stratégies globales et spécifiquement pour le Maroc. Tout d'abord, je remercie mon collègue et ami, professeur Koussal, de m'avoir associé à ce séminaire qui est d'une importance capitale. Et donc, je suis très content d'avoir cette audience d'étudiants ici, des doctorants, des étudiants en master, etc. C'est pour discuter d'un sujet qui vous intéresse beaucoup plus que nous. Alors, je vais parler des ODD, c'est les objectifs de développement durable. Alors, on va d'abord les définir et puis on va voir comment le gouvernement marocain il a implémenté ces ODD au niveau de ses stratégies. C'est le plan Maroc vert et puis c'est la stratégie Green Generation. Alors, mes domaines d'intérêt, c'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture aussi de précision et l'élevage aussi de précision. Et moi, je suis membre aussi consultant avec l'Organisation africaine des agriculteurs. Et c'est là où je me suis intéressé beaucoup plus à l'agriculture, disons, à l'agriculture durable. Bien. Alors, le plan que je vais donc... le plan que je vais... Pardon. Attaquer les objectifs mondiaux de développement durable. D'abord, une présentation est connue par les 17 objectifs de développement durable qu'on va passer rapidement en revue. Les priorités de la FAO pour l'agriculture au Maroc et en Afrique. Et on va voir ensemble quels sont les objectifs de développement durable qui sont pertinents pour l'agriculture et puis quelques perspectives et recommandations. Alors, dans un deuxième temps, on va donc attaquer comment le Maroc il a implémenté les ODD dans ses stratégies agricoles. On abordera un petit peu quelles sont les contraintes de mise en œuvre de la stratégie Green Generation. C'est un petit peu les contraintes qu'on vit actuellement. Et pour terminer avec quelques pistes d'orientation de cette stratégie Green Generation pour avoir un développement durable. Bien, quelques définitions de développement durable. Alors, le développement durable est un ensemble de décisions qui améliorent les conditions de vie du présent sans mettre en danger les ressources pour les générations futures. Alors, le développement durable, c'est grandir ensemble en encourageant la solidarité et le respect de l'environnement. Des changements importants doivent avoir lieu pour transformer le monde en une société plus juste. Alors, pour assurer ce développement durable, nous devons travailler ensemble. Les dirigeants doivent s'engager dans ce changement, mais chacun doit pouvoir donner son opinion sur les sujets qui concernent les enfants et les jeunes en analysant et en débattant du monde dont nous rêvons pour les générations futures. Alors, chacun peut aussi mener des actions positives dans sa propre vie, par exemple en respectant les autres et la planète. Alors, il faut aller vers le 25 septembre 2015, où en parallèle à une Assemblée générale des Nations Unies, 193 dirigeants se sont donc réunis pour
discuter, pour s'engager sur les 17 objectifs mondiaux. Et c'est pour un agenda de 2030. Donc, les objectifs de développement durable, ils se basent d'abord sur les objectifs mondiaux du millénaire, qu'on appelle du millénaire. C'était dans la déclaration du millénaire en 2000. Et là, on visait surtout de lutter contre la pauvreté. Ça a été lancé en 2000 et pour un agenda 2015. Alors, on a constaté en 2015 que des progrès énormes ont été réalisés pour atteindre les objectifs, ils sont 8. Cependant, malgré tous ces efforts, la pauvreté à ce moment-là, la pauvreté est toujours présente. C'est pour ça qu'on a conçu un programme de développement post-2015 pour un agenda de 2030 et dans lequel on a fixé 17 objectifs qu'on va passer en revue. Bon, c'est un peu le symbole de ces objectifs avec les 17 objectifs. Chacun a un symbole qu'on va voir tout à l'heure. Alors, en anglais, on appelle Sustainable Development Goals et ils sont au nombre de 17. Alors, le premier, c'est l'éradication de la pauvreté sur toutes ses formes et partout dans le monde. La lutte contre la faim, qui reste toujours un objectif valable, l'accès à la santé, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, c'est l'approche genre, l'accès à l'eau salubre et l'assainissement, le recours aux énergies renouvelables pour garantir l'accès de tous à ces services, le recours aux énergies renouvelables, l'accès à des emplois décents. Le 9e, c'est l'innovation et les infrastructures, c'est pour soutenir surtout les petites entreprises pour qu'elles se développent. La réduction des inégalités, les villes et communes durables, donc avec des concepts sur les logements, les transports, tous ouverts et résistants, et résilients et résistants et durables. Alors il y a une consommation responsable, c'est surtout pour éviter là tout ce qui est gaspillage alimentaire, la lutte contre les changements climatiques, parce qu'en 2015, on a déjà commencé à sentir les premiers effets. Alors, la protection de la faune et de la flore aquatique, c'est au niveau des océans, et la protection de la faune et de la flore terrestre, c'est ce qui va nous intéresser beaucoup plus sur les écosystèmes terrestres. La justice et la paix. Et dernier point, c'est développer les partenariats pour des objectifs mondiaux. C'est comme il a été dit tout à l'heure, c'est à travers déjà notre continent africain et à travers le monde. Bien, quelles sont les priorités que s'est fixé l'AFAO? Vous connaissez tous que l'AFAO, c'est un organisme onusien et c'est l'AFAO qui veille à l'application des politiques mondiales, et c'est pour que les gouvernements généraux les prennent en considération dans leur stratégie. Alors, quels sont les domaines clés? C'est la sécurité alimentaire et nutrition, c'est la résilience climatique, c'est la gestion durable des ressources naturelles, et c'est le soutien aux petits exploitants, parce que c'est eux qui constituent la majorité dans notre force de production. Alors, quelles sont les autres idées dans l'agriculture? Il y a d'abord l'introduction des cultures résistantes. À quoi? Au changement climatique. Il y a la gestion intégrée de deux ressources principales qu'il faut préserver, c'est le sol et l'eau. Il y a le soutien aux chaînes de valeur agricole. Alors tout ça, c'est pour améliorer les revenus des agriculteurs et en même temps réduire la pauvreté. Le dernier point là, c'est l'utilisation, le recours aux technologies. Les nouvelles technologies en agriculture, avec l'agriculture de précision, pour augmenter l'efficacité de la production
et minimiser les pertes. On va passer maintenant quels sont les objectifs de développement durable qui sont pertinents pour l'agriculture et, bien sûr, l'agro-industrie, c'est notre, disons, thème de ce séminaire. Alors, l'objectif 1, pas de pauvreté. Alors, et c'est là où l'agriculture est un levier clé pour réduire la pauvreté. Dans les zones rurales, parce que c'est le rural qui produit la majorité des produits qu'on mange. Comme action, c'est soutenir les petits exploitants, comme je l'ai dit, c'est partout dans les pays, disons, déjà de l'Afrique, mais beaucoup plus aussi au niveau du Maroc. Il y a plus de 80% de la production vient des petits. C'est là donc qu'il faut concentrer l'attention. Développer aussi des filières inclusives, c'est pour qu'il y ait des jeunes, des femmes aussi dans la production et équitable. Alors, l'objectif 2, c'est la fin zéro. Et l'agriculture est toujours au cœur de la lutte contre la faim, avec l'amélioration des chaînes de valeur agricole. On peut déjà promouvoir les pratiques agricoles durables, améliorer la productivité des cultures et des élevages, réduire les pertes post-récolte. Là, c'est surtout avec les machines de récolte, notamment pour les céréales. On peut parfois, on avance parfois le chiffre de 30% de pertes, rien que dans la récolte. Et puis, bien entendu, il faut réduire le gaspillage alimentaire. Alors, il y a des chiffres parfois très alarmants. On arrive jusqu'à peut-être 30% qu'on retrouve au niveau de nos poubelles. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Le pain qui est subventionné et qui est 1,20 dirham, c'est pas une très bonne chose, disons, pour parce qu'on retrouve beaucoup de gaspillage là-dessus et on trouve et c'est surtout question de pain. Alors, l'ODD 6, c'est une eau propre et l'eau propre et l'assainissement. Alors, l'agriculture est le principal utilisateur d'eau douce. Alors, on avance déjà le chiffre de 80%, disons, d'eau qui est exploitée, utilisée par l'agriculture, mais c'est un chiffre autour duquel il y a beaucoup de débats. Alors, ce qui rend essentiel que l'eau soit donc, il faut le gérer d'une façon durable, et c'est là où il y a l'action comme l'optimisation de l'irrigation. Alors l'irrigation de précision, là, elle rentre dans ce domaine. Il faut aussi penser à réutiliser les eaux usées après traitement et réduire la pollution des eaux par les intrants agricoles. Alors l'objectif 12, c'est la consommation et production responsable. L'agriculture et l'agro-industrie doivent adopter des pratiques responsables pour minimiser les déchets et optimiser les ressources. Et là, comme action, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour la réduction des pertes post-récolte, et au niveau surtout des exploitations agricoles et même de l'agro-industrie, il faut donc opter pour l'économie circulaire et pour la valorisation des sous-produits. Pour produire, par exemple, un besoin de chaleur ou un besoin d'énergie, et encourager des modes de consommation durables. Alors, l'objectif 13, et c'est là notre cheval de bataille, c'est la lutte contre les changements climatiques. Là, l'agriculture et l'agro-industrie jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans l'adaptation au changement climatique. Alors, comme action, c'est la promotion des pratiques agricoles durables, ce qu'on appelle climato-intelligentes. Alors, la réduction de l'utilisation d'intrants chimiques, la valorisation des sous-produits comme source d'énergie renouvelable.
Alors l'objectif 15, c'est une vie terrestre durable et c'est la préservation de nos ressources. L'agriculture affecte directement les écosystèmes terrestres et la biodiversité. Alors là, comme action, il faut préserver les sols et les ressources naturelles. Et là vient l'intérêt de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation ou régénérative, la promotion de l'agroforesterie et les pratiques respectueuses de la biodiversité et la lutte contre la déforestation et la désertification. Objectif 7, c'est énergie propre et d'un coût abordable. Alors là, l'agro-industrie peut contribuer à la transition énergétique en valorisant les sous-produits pour produire de l'énergie renouvelable, déjà à travers de l'économie circulaire. Et c'est là où vient comme action d'utiliser les biogaz ou la biomasse pour générer de l'énergie et réduire la consommation énergétique des unités de transformation. Alors, quelques perspectives de recommandations. Les petits agriculteurs qui sont donc notre cible, il faut renforcer leurs capacités à travers les formations et la sensibilisation pour le recours aux pratiques durables. Augmentation des investissements dans l'agriculture durable, c'est ce que prévoient déjà les stratégies un peu marocaines de l'agriculture, et le rôle des gouvernements, du secteur privé et des communautés locales. Et enfin, l'implémentation des ODD, les objectifs de développement durable, dans les politiques nationales, c'est à travers les stratégies agricoles adoptées notamment par le ministère de l'Agriculture, et c'est ce qu'on va voir à travers le plan Maroc Vert et la génération Green. Bien, les principaux défis de l'agriculture marocaine, déjà à partir de 2008, et c'était donc la veille du plan Maroc Vert. Notre agriculture est influencée par les conditions climatiques, l'instabilité et la volatilité des marchés mondiaux des produits de base, et puis tous les intrants qu'on importe, l'imitation du paysage concurrentiel mondial, et les exigences aussi des consommateurs qui commencent à être conscients d'avoir des aliments, disons, de qualité. Bien, donc c'est pour ça que notre pays donc, a mis en place deux stratégies. Le plan Maroc Vert, c'est 2008-2020, bon, il a commencé en 2009, et la stratégie Génération Green, alors qui a succédé, donc c'est 2020-2030. Alors, quels étaient les préalables pour élaborer ces stratégies? Donc, c'est d'abord moderniser le secteur agricole, améliorer la productivité et éradiquer la pauvreté, l'inégalité et l'injustice. Et ce sont des objectifs de développement durable qu'on avait déjà cités. Rendre l'agriculture plus résiliente face au changement climatique. Et puis encourager l'investissement privé. Alors, le plan Maroc Vert, c'est une stratégie agricole qui a été lancée en 2008 par le gouvernement marocain. Son objectif principal est de transformer le secteur agricole en un moteur de développement socio-économique. Il s'est basé sur deux piliers. Un pilier 1, c'est l'agriculture moderne à haute valeur ajoutée. C'est un modèle productiviste qui vise surtout de booster la production. Il a opté pour l'approche filière, contre l'approche qui était avant, c'est l'approche secteur. La différence, c'est que lorsqu'on raisonne filière, on raisonne l'amont et l'aval. Et donc, c'est là où, disons, la réflexion, elle concerne toute la chaîne de valeur. Bien entendu, on parle de filière et de valorisation des produits, donc au niveau industriel, et donc là, il faut développer l'agro-industrie. L'autre pilier, c'est pour toucher les petits agriculteurs et ce qu'on appelle l'agriculture solidaire
et c'est des projets de reconversion et d'intensification, c'est le développement aussi local et l'inclusion sociale. Je passe rapidement sur les objectifs du plan Maroc Vert, mais les fondements principaux, c'est de faire de l'agriculture le principal levier de croissance, adopter l'agrégation comme modèle d'organisation de l'agriculture. L'agrégation, c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau modèle qui opte pour un cadre un peu intégré entre les petits agriculteurs et entre un agrégateur qui les agrège. C'est pour, bien sûr, financer un petit peu toute la campagne, que ce soit des céréales ou d'autres activités agricoles, et on assure, à travers l'agrégation, on assure à des prix intéressants l'écoulement du produit agricole. Alors, assurer le développement inclusif de l'agriculture marocaine, promouvoir l'investissement privé, adopter une approche contractuelle, et c'est là où il y a le cadre de partenariat, les 3 PP, c'est le partenariat public-privé qui permet d'avoir des investissements importants. Pérenniser le développement de l'agriculture et préparer la refonte du cadre sectoriel. Alors, quelques mesures réglementaires qui ont bien accompagné le plan Maroc Vert. D'abord, c'est la loi sur l'interprofession agricole par filière. Cette interprofession agricole, alors, c'est une loi nouvelle qui permet donc à une chaîne de valeur autour d'un produit agricole donc de créer une interprofession où il y a les producteurs et les industriels. Et ils constituent un cadre interprofessionnel pour discuter de leur stratégie. Notre loi, c'est l'agrégation dont je viens de parler. D'autres mesures institutionnelles alors ont été adoptées. C'est la création de l'ONSA. Alors, c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'Office national de sécurité sanitaire et des produits alimentaires. C'est ce qui veille à l'application des lois et les réglementations et du contrôle de la qualité. Il y a aussi la création de l'ONCA. C'est l'Office national du conseil agricole où on fait promouvoir le métier du conseiller agricole privé. Il y a aussi la création de l'ADA, c'est l'Agence de développement agricole, et c'est pour promouvoir les investissements dans le cadre de partenariats public-privé. Il y a aussi les zones oasiennes et arganières, donc il fallait s'intéresser à ces zones-là avec la création de l'ANZOA, c'est l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et arganiques. Et à partir donc de la loi des interprofessions, l'État ou le gouvernement a pu donc créer et reconnaître 19 interprofessions, chacune par filière et par produit agricole. Et il y avait une certaine contractualisation avec ces interprofessions, c'est avec la signature de contrats-programmes entre le gouvernement et les interprofessions, avec un plan d'action bien défini, dont le financement est bipartite. Une partie, c'est l'État, et l'autre partie, c'est l'interprofession. Alors, les impacts du plan Maroc Vert, je vais passer rapidement. En 2019, donc il y a un bilan qui a été fait. Et alors, on voit déjà qu'à travers le PIB agricole, alors ça a été multiplié par 2. Les exportations par 2,4, mais pour certaines filières, telles que les fruits rouges, alors c'est 18%, les tomates c'est 3%. Alors les investissements, alors chaque dirham d'incitation a généré, d'incitation, on parle de subvention, a généré 2,3 dirhams d'investissement. Alors, voilà, j'arrive au taux de couverture dont il a parlé tout à l'heure le professeur Bourg, mais là, c'est des chiffres actualisés. En 2019, le taux de couverture en céréales, c'est 60 à 70%.
voit que maintenant, avec les années de sécheresse, alors ce taux il a beaucoup diminué. Les fruits et légumes, on parle de 100%. Les viandes et laits, c'est 98%, donc c'est 100%, mais c'est très relatif. On va voir pourquoi tout à l'heure. Le sucre, on était à 47% à la fin du plan marocain. Alors, parmi les impacts de durabilité, c'est que la superficie équipée en goutte à goutte, donc c'est l'irrigation localisée, ça a été multiplié par 3,7. Non, les chiffres m'avaient. Alors, on était à 160 000 en 2008 hectares. Alors en 2019, c'est 585 et maintenant on parle de 800 000 hectares. Bien, j'arrive donc à la deuxième stratégie, c'est la génération Green, alors qui a succédé au plan Maroc Vert, et il s'est basé sur les acquis, bien sûr, du plan Maroc Vert, et en même temps, tout ce qui est défis à ce moment-là et les contraintes, donc, ont été prises en compte. Avec un focus beaucoup plus sur les jeunes et la création d'emplois dans le secteur agricole. Il s'est basé sur deux fondements. Le plan Maroc Vert, c'était deux piliers, on avait déjà parlé. Là, c'est deux fondements. Le premier fondement, c'est donner la priorité à l'élément humain. Le deuxième, donc ça inclut tout ce qui est durabilité, donc c'est une pérennité du développement agricole. Alors, la priorité à l'élément humain, alors c'est de créer une nouvelle génération de classe moyenne, avec 400 ménages qui sont donc concernés, 3 à 4 millions d'agriculteurs avec la protection sociale. C'est le fameux chantier de la couverture sociale et médicale. Et puis arriver à assurer, sur le plan de l'assurance contre la sécheresse, arriver à 2,5 millions d'hectares assurés, contre actuellement, ou seulement en 2020, c'était 1 million d'hectares. Alors, aller vers une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, et c'est là où on a réservé 1 million d'hectares de terres collectives. C'est pour des projets agricoles, surtout à partir des projets, proposés par les jeunes. Alors, une nouvelle génération d'organisations agricoles et une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement, et c'est là où il y a eu, où c'est prévu de connecter 2 millions d'agriculteurs et avec les services numériques et 5 000 conseillers agricoles privés pour assurer l'encadrement des agriculteurs. Alors, sur l'autre fondement, c'est la pérennité du développement agricole. Comme objectif, c'est d'arriver à 70% de la production à valoriser par l'agro-industrie et l'émergence de nouvelles filières telles que la filière bio. Des chaînes de distribution modernes et efficientes. Alors, en matière de qualité, innovation et green tech, c'est la diffusion de l'innovation. C'est toutes les nouvelles technologies de l'agriculture de précision et la recherche-développement avec le renforcement de la qualité et la normalisation. L'agriculture résiliente et éco-efficiente, c'est là où on met en valeur d'abord la gestion de l'eau et en même temps faire de la promotion des énergies renouvelables, notamment dans le pompage solaire et dans la biomasse et le biogaz. Alors, la stratégie Green Generation, donc elle a pour accompagner, disons, pour accompagner tout
qui est agriculture connectée et digitale. Elle a créé un pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse. Alors, il est administré par 11 établissements publics, donc c'est plusieurs départements ministériels qui sont dedans. Et puis sa mission principale, c'est de coordonner, de porter le virage vers l'agriculture 4.0, qui est attractive pour les jeunes et qui peut drainer des investissements. Il y a aussi la promotion et la création des start-up marocaines à partir bien sûr de jeunes au niveau national et international. Et elle a comme objectif de créer un réseau des fermes digitales du Maroc par filière agricole. Là, le cas du sucre, il a déjà commencé dans la région de Knes-Fès. Le lait est en cours et d'autres filières ils vont suivre. Il prévoit aussi la connexion entre stations connectées, stations météo. C'est pour fournir aux agriculteurs toutes les informations sur les prévisions météo et sur notamment un paramètre important qui permet de raisonner l'irrigation, c'est l'évapotranspiration. Oui, enfin, donc, comme objectif, c'est le développement de l'IoT, c'est tout ce qui est numérique au niveau de l'agriculture. Bien, donc j'arrive à maintenant quelles sont les principales difficultés et contraintes de mise en œuvre de la stratégie agricole après, disons, 5 ans de réalisation. Alors, première contrainte, c'est que pendant cette période-là, on a connu que des sécheresses successives. On entame cette année, on entame la 7e année de sécheresse. Certaines régions sont déjà sur la 10e. Là, surtout au niveau des zones du sud-est. La situation des barrages, il est catastrophique dans la majorité des barrages, sauf les barrages du nord. Et en plus, le peu qu'il y a de l'eau, alors certains barrages qui étaient à vocation agricole, on les a orientés vers l'eau potable et vers l'eau de boisson. Alors, la situation des nappes phréatiques aussi, elle est catastrophique. Donc, on a beaucoup exploité les nappes. On a vu tout à l'heure que la superficie équipée en goutte à goutte, elle a été multipliée par 4, voire 4,5, je pense, ou 5, parce qu'on est à 800 000 hectares. Et c'est ce qui fait, disons, et c'est ce qui explique cette situation. La couverture des besoins nationaux en produits de base. L'année dernière, les céréales, on était à 38%. Cette année, je pense qu'elle va être un peu moins que ça, vu que la campagne céréalière cette année, elle est, je dirais, compromise. Les huiles, on est à 29%, donc le sucre, c'est 27%. En 2019, on était à 47%. Et là, c'est toujours le problème de la sécheresse qui compromet ces résultats. Le lait, la viande, les viandes rouges et blanches et les œufs, etc. Alors, on parle d'autosuffisance, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est relatif. Parce qu'il y a quand même le côté inflation des prix et du pouvoir d'achat des Marocains. Alors, quelques pistes d'orientation pour s'adapter aux sécheresses récurrentes et à la situation hydrique accrue. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'eau d'irrigation. Bon, heureusement, le Maroc, il a adopté le dessalement de l'eau. D'abord, pour un besoin de boissons pour les Marocains, c'est l'eau potable. Et je dirais que, bon, on a un peu
C'est-à-dire il y a eu beaucoup de retard dans les programmes de réalisation. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à des situations catastrophiques. Mais heureusement, bon, là on parle de 15 stations de dessalement qui sont déjà opérationnelles, mais beaucoup plus pour l'eau de boisson, sauf celle de Gadir, alors qui permet aussi une partie vers l'agriculture. Alors il y a les autoroutes de l'eau, aussi c'était bon, une solution, et on va continuer dans le transfert, disons, de l'eau entre périmètres, entre bassins hydrauliques. Il y a aussi l'utilisation des eaux usées, et là il faut des études aussi pour permettre de savoir exactement sur quelle culture, sur quelle plantation on peut les utiliser. Alors, est-ce l'irrigation d'appoint pour les céréales? Là, c'est une bonne technique qui va nous permettre d'assurer une certaine sécurité alimentaire en ce qui concerne les céréales. Là, il y a un programme d'atteindre 1 million d'hectares d'ici 2030 avec ces irrigations d'appoint, et c'est ce qui permet déjà de garantir une production de 50 millions de quintaux. C'est ce qui fait déjà le besoin à peu près, comme couverture des besoins, autour de 35-40%. Alors, il y a l'autre volet, c'est l'agriculture de conservation. Et c'est là où on met en valeur tout ce qui est opération de semis direct pour les céréales. Alors, ça permet de préserver la santé aussi du sol. Donc, il y a quelqu'un qui va parler tout à l'heure de cet aspect-là. Et là, c'est tout un travail qui est mené par l'Office national de conseil agricole et 2 établissements qui font un travail considérable. C'est Al-Motmer et Tourba. C'est des organismes qui relèvent de l'OCP et de l'UM6P. Alors, il y a l'agriculture de précision, c'est le recours aux drones pour les traitements phytosanitaires, et heureusement, là, ça commence à prendre de l'importance, c'est donc pour les traitements phytosanitaires. Il y a toute l'exploitation des images satellitaires et des capteurs, et c'est là où il y a l'intérêt, bien sûr, d'avoir des décisions pertinentes dans la gestion des parcelles et donc surtout l'irrigation de précision. Alors, il y a le côté animal, il faut reconstituer notre cheptel, bovin, ovin, caprin, camélidés et apicole. Parce que ces années de sécheresse, on a vécu une décapitalisation dans notre patrimoine animal, et c'est ce qui fait qu'on voit cette cherté des aliments, que ce soit de la viande, les viandes bovines, ovines, et puis même la viande blanche. Alors comment on est obligé encore d'importer? De quel prix, de quel tarif on va voir? Alors, il y a comme mesure exceptionnelle qui a été prise donc ces derniers temps, c'est l'importation des viandes bovines et ovines, avec de la viande soit congelée ou fraîche, mais il faut que ce soit une mesure vraiment exceptionnelle en attendant d'aller vers la reconstitution du cheptel. Alors là, il y a une opération de recensement du cheptel qui est en cours actuellement par l'Association nationale ovine et caprine, et c'est une très bonne opération. C'est pour essayer donc de maîtriser un peu les effectifs, et c'est pour pouvoir peut-être réinventer ou revoir la stratégie en matière d'amélioration génétique pour les ovins, et surtout pour décider qu'est-ce qu'on peut faire pour les cuir. Parce que ces dernières années, alors il y a eu des importations à tort et à travers, et on n'a pas vraiment vu l'impact, mais c'est pour ça que ce recensement, il serait bienvenu pour essayer de maîtriser d'abord ce qu'on a et nos effectifs. La même chose, normalement, on doit le faire pour les bovins aussi, et pour
tout ce qui est chameaux et l'apiculture. Tout ça, c'est pour avoir des chiffres, disons, réels, pour pouvoir revoir un petit peu nos stratégies. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre engagement que l'on souhaite tous pour un développement durable de notre planète, notre continent et le respect de son environnement.